Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, je suis de retour après une petite coupure pendant les vacances d'hiver pour le premier épisode du podcast Répétition Minute en 2020. Dans cet épisode, je vais prendre un peu de recul et revenir sur les faits qui, selon moi, ont marqué l'actualité horlogère en 2019. Ça me paraît être une bonne manière de commencer l'année. Et alors je vais commencer par un record mondial. C'est celui de la Patek Philippe Grandmaster Chime qui a été vendue par Christie's à Only Watch pour 31 millions de dollars. Donc c'est tout simplement le record de la montre la plus chère. Donc Only Watch, qu'est-ce que c'est ? C'est une enchère qui a lieu, une vente aux enchères qui a lieu une fois par an, qui a été créée il y a quelques années, dont le but est de récolter des fonds pour combattre la myopathie de Duchenne. Et alors, les marques qui vont participer à cette enchère caritative vont créer une pièce unique, d'où le nom Only Watch, qu'ils vont proposer, qu'ils vont offrir au bénéfice de Only Watch. Il y a une maison de vente qui va charger de mener les enchères et tous les bénéfices vont être collectés pour combattre la maladie. Et chaque année, on a souvent des records ou en tout cas des pièces uniques et exceptionnelles qui sont présentées, et c'est un des temps forts, je dirais, de l'actualité horlogère. Et ce qui est intéressant avec ce record-là, c'est déjà le prix qui a été collecté, parce que si on prend un petit peu de contexte, la montre la plus chère jusqu'à présent, c'était un record qui datait de 2014 avec la Graves Super Complication, toujours de Patek Philippe, à 24 millions de dollars. Alors c'était une montre de poche, une pièce unique là aussi, mais voilà, c'était un record qui est hyper élevé, qui a été complètement dépassé. Et si on compare, on va dire, deux choses un petit peu peut-être plus comparables, en comparant des montres de poignet, le précédent record c'était la Daytona Paul Newman de Paul Newman, donc une Rolex, à 17 millions de dollars, cette fois-ci en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point au cours des dernières années, les records se sont battus les uns après les autres dans des proportions complètement folles. Donc on parle souvent, ou on entend parler un petit peu de bulles, de spéculation, etc. C'est dur un petit peu de juger, mais en tout cas c'est vrai que si on regarde les faits, il y a des records qui sont battus assez régulièrement et dans des proportions, je me répète, assez importantes. Et alors pour tenter d'expliquer un petit peu le succès de cette pièce-là, parce que le prix, si on compare par rapport à la Daytona, on est quasiment double du prix, donc c'est complètement délirant. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent permettre d'expliquer un petit peu ça. Il y a déjà le fait que ça soit une enchère caritative. On sait que les montres lors de cette enchère-là vont avoir tendance à être un petit peu surpayées d'une certaine manière, parce qu'on sait que voilà, les fonds vont revenir pour soutenir une cause. Donc la démarche va être un petit peu différente. Alors c'est peut-être pas le cas pour ce modèle en particulier, mais il y a d'autres modèles. Clairement, dans un autre contexte, on peut quand même raisonnablement penser qu'elle partirait à des prix un petit peu moins élevés. Ensuite, le fait est que c'est une pièce unique, et forcément là aussi une pièce unique, ça va attirer les enchères. Les autres modèles que je citais avant, c'était à leur manière aussi des pièces uniques, soit par la pièce en elle-même pour la Graves, soit pour la provenance avec la Paul Newman, évidemment. Et puis alors ce qui est intéressant aussi, ce qui me plaît avec cette enchère-là, c'est qu'il y a plusieurs approches qui vont être faites par les marques. Soit ça va être un nouveau cadran d'une montre existante dans une couleur un petit peu différente, soit des nouveaux matériaux, comme c'était le cas ici là pour Patek. Donc c'est une montre qui existait déjà. Soit l'autre approche qui elle me plaît davantage, ça va être des marques qui vont créer des modèles
véritablement différent et unique, une première dans le cadre de cette enchère. Je pense notamment cette année avec notamment François-Paul Journe avec une montre complètement dingue et totalement neuve elle aussi. Donc c'était un tourbillon répétition minute avec des complications astronomiques type heure du lever et du coucher de soleil, équation du temps, heure sidérale, GMT, phase de lune, etc. Et là où c'est intéressant, c'est également voilà, cette prouesse technique de venir avec un nouveau mouvement, une nouvelle montre. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qu'on arrive à avoir de temps en temps pour un e-watch. Et puis le principal, c'est avant tout évidemment de lever autant de fonds pour une belle cause. Ensuite, une autre actualité que j'ai retenue, ça a été le lancement de la Lange Odysseus. Donc c'est intéressant parce que c'est la première montre sport véritablement de Lange, qui est habituellement connue pour ses montres très élégantes, très habillées. C'est une montre aussi en acier, ce qui est là est particulièrement rare aussi, parce qu'à part des éditions uniques, peut-être d'ailleurs pour un e-watch ou ce genre de choses là, Lange n'a pas fait de montre en acier et fait assez logiquement des montres dans des métaux précieux, or, platine, etc. Donc là aussi l'acier, et puis l'acier qui est à la mode, c'est une nouveauté, c'est quelque chose d'assez particulier dans le cadre de ce modèle-là. Il y a aussi un affichage day-date avec une grande date qui fait penser à d'autres modèles de Lange comme la Lange One, et puis donc un nouveau mouvement automatique, le L155.1 d'Atomatic, qui a été créé spécialement pour cette montre. Et là aussi où c'est intéressant, je dirais, c'est d'avoir un nouveau mouvement quand on lance une nouvelle collection. C'est toujours sympa d'avoir une montre qui est faite avec un mouvement qui lui correspond. Et que ça soit pas juste un nouvel habillage autour d'un mouvement existant. Alors, il peut y avoir des très beaux résultats évidemment dans cette configuration-là, mais il y a quelque chose on va dire un petit peu peut-être plus abouti avec une montre qui est neuve et conçue de A à Z, avec tous les éléments qui ont été conçus spécifiquement pour un nouveau modèle. Alors c'est un modèle qui a été particulièrement j'oserais dire décrié quand même un petit peu en ligne sur les réseaux sociaux, etc., parce que c'est assez différent de ce qu'on attend de Lange. Le design aussi a suscité beaucoup de commentaires, mais là où c'est intéressant, je dirais, ça va être de voir un petit peu comment la collection va évoluer. De façon générale, je dirais que la communauté sera toujours un petit peu surprise dès qu'il y a du changement, etc., et c'est dur de faire l'unanimité avec nouvelle collection, un nouveau lancement. Ce qui est intéressant, ça va être de voir comment ça va s'inscrire dans la durée et comment Lange va réussir à faire évoluer cette montre dans les années et en faire peut-être un pilier de la marque dans le futur. Un autre lancement qui m'a beaucoup plu cette année, c'était celui de MB&F qui a lancé sa première montre femme, la Legacy Machine Flying T, donc qui est une montre dans le plus pur style MB&F. J'aurais même du mal à la décrire. C'est vraiment une montre qu'il faut qu'il faut voir en vrai si on peut, ou à défaut en photo. Mais voilà, vraiment typiquement MB&F avec cette approche vraiment différente de l'horlogerie et qui est un petit peu rafraîchissante par moment et qui apporte quelque chose de nouveau, comme souvent avec des indépendants. Et c'est un petit peu cette créativité là qui est sympa et qui m'a plu sur ce modèle. Et pour MB&F, une marque qui fait des montres quand même qui ressemblent un petit peu à des jouets pour grands garçons, là c'était un équivalent féminin qui était à la fois très bien trouvé, très féminin, et en même temps restant totalement vrai par rapport à l'orientation de MB&F. Donc c'est une vraie proposition à la fois féminine et puis qui s'inscrivait bien dans les codes existants. Donc une nouveauté très intéressante et qui d'ailleurs a remporté un prix au Grand Prix de la Haute Horlogerie de Genève, le GPHG, si je me souviens bien, dans la catégorie femmes, ce qui paraît logique. Un autre événement ensuite qui
dont je me souviens sur cette année qui continue d'impacter, c'est la crise qui a lieu à Hong Kong et qui impacte évidemment plutôt négativement l'ensemble des marques horlogères qui sont dépendantes de la ville, de la région, et voilà. Et je pense que ça traduit finalement quelque chose d'assez plus si surprenant que ça maintenant. Ça va être toutes les tensions géopolitiques qu'on a l'habitude malheureusement maintenant de voir au cours des dernières années, que ça soit le Brexit, les tensions entre la Chine et les États-Unis, là Hong Kong, et finalement c'est un petit peu une constante de notre monde actuel, et toutes ces tensions évidemment géopolitiques vont avoir des répercussions sur le business, notamment en horlogerie, parce que là pour les régions que je vous ai citées, c'est des régions qui sont évidemment hautement importantes pour l'industrie horlogère, et ça traduit encore plus l'importance pour les marques horlogères de ne pas être dépendant d'une seule région, mais au contraire d'avoir une approche vraiment globale, et de pouvoir compenser sur d'autres marchés, d'autres régions, les turpitudes qui pourraient avoir lieu dans une région comme c'est le cas actuellement à Hong Kong. Sinon, il y a une autre nouvelle qui m'a enthousiasmé, c'était celle de Bucherer qui lançait son offre de seconde main. Donc voilà, c'est tout simplement des montres d'occasion, avec l'ouverture d'un espace dédié à la montre d'occasion au 4e étage de leur boutique à Genève, là sur la rue du Rhône. Et alors donc c'est assez intéressant parce que on va dire que l'étage, le rez-de-chaussée, ça va être les montres modernes qu'on a l'habitude de retrouver chez un détaillant comme Bucherer. Et puis on prend l'ascenseur, on monte au 4e étage, et puis là on a un espace qui est donc dédié à la montre d'occasion, un espace qui même dans sa décoration est assez différent, parce qu'on c'est une sorte de lounge un petit peu, j'aurais du mal là aussi à le qualifier, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir pour une boutique horlogère, et finalement ça rend un espace qui est plus accessible, plus abordable, qui est un petit peu moins austère. Et puis là où c'est intéressant, ça va être de voir l'offre qui va varier très régulièrement, et c'est ça aussi l'intérêt des boutiques physiques en seconde main. Ça va être de renouveler constamment l'offre, et à chaque passage qu'on va avoir, ça va être en tant que client, ça va être des nouvelles montres qu'on va pouvoir découvrir. Donc c'est toujours un plaisir qui est renouvelé. Ce que j'aime bien aussi, c'est dans leur vitrine, ça va pas être des montres qui vont être toutes cachées derrière des vitrines. Elles vont être mises sur un espèce de comment on pourrait appeler ça, un support qui va être comme un format Toblerone un petit peu, et puis il y aura un bouton qui va permettre de faire pivoter le Toblerone sur les 3 faces, et ça va permettre d'afficher, de voir les montres sur une face. On appuie sur le bouton, tac, ça change, et puis on voit les autres montres qui étaient cachées, etc. Et ça permet de faire pivoter les montres, c'est un effet un petit peu sympa. Et là où j'ai trouvé ça d'autant plus agréable, c'est que les montres ne sont pas cachées sous une vitrine. On pourrait, alors j'ai pas osé, mais je pense qu'on peut les toucher. En tout cas, il n'y a pas cette barrière qui va être entre la montre et le passionné. On va vraiment pouvoir bien regarder la montre, et là aussi, je pense que ça joue à créer quelque chose d'encore plus accessible. Et puis voilà, la seconde main, c'est un sujet à part entière. Je pense que j'aurai l'occasion d'y faire un épisode dédié, mais voilà, c'est sympa. On se rend bien compte que c'est je dirais pas une mode, parce que le mot est connoté négativement, mais c'est clairement une tendance qui se développe énormément, et voilà, ça c'en est une manifestation. Une seconde manifestation, ça va être l'annonce du partenariat entre Watchbox, anciennement Govberg, donc qui est un revendeur de montres un très gros revendeur, notamment online, de montres de seconde main, et donc un partenariat qui a été annoncé avec les Ambassadeurs, qui est un revendeur multimarque de montres neuves habituellement, d'ailleurs qui se trouve quasiment en face de Bucherer sur la rue du Rhône à Genève. Et là aussi, eux ils ont proposé un petit espace aussi de montres en partenariat avec Watchbox, de montres d'occasion.
Donc il me semble même, et ça doit être le cas d'ailleurs et pour Bucherer et pour les ambassadeurs, et souvent le cas avec tous les acteurs, que vous avez la possibilité enfin ils rachètent des montres, donc ça peut être une manière pour vous d'échanger une montre que vous ne portez plus, que vous ne souhaitez plus conserver, pour acquérir une autre montre. Et c'est quelque chose qui est un petit peu ou même très rarement le cas dans des boutiques classiques qui vendent des montres neuves. Et là aussi c'est une force des montres de seconde main. Une autre annonce qui m'a plu, c'était l'annonce d'Omega de relancer le calibre 321. Donc le calibre 321, c'est le calibre mythique de la chronographe de la Speedmaster. Donc voilà un joli calibre chronographe. On va dire que les vintage, les belles Speedmaster d'époque, celles qui sont les plus recherchées par les collectionneurs, c'est celles qui évidemment ont ce calibre 321. Et alors Omega a annoncé renoncer le calibre. Et si j'ai bien compris, ils avaient même plus les plans vraiment du calibre. Ils ont dû les recréer, repartir de mouvements existants, faire des scans et recréer de A à Z un petit peu le mouvement 321. Donc c'était pas juste tiens, on ressort un calibre qu'on a déjà dans nos archives, mais il y avait apparemment tout un challenge à la fois de technique, mais aussi, on va dire, un peu plus lié au patrimoine, à l'héritage, pour retrouver et véritablement recréer ce calibre. Une autre innovation un petit peu plus technologique cette fois-ci, c'était l'annonce de Vacheron Constantin de proposer un certificat digital basé sur la technologie blockchain qui permet d'authentifier une montre, une référence en particulier, et de digitaliser le certificat d'authenticité de la montre. Et plusieurs autres marques horlogères ont emboîté le pas à Vacheron et ont lancé des initiatives similaires. Et là aussi, je pense que c'est une innovation qui a commencé à voir le bout de son nez là récemment et qui va d'autant plus se développer dans les années à venir. Un autre gros temps fort évidemment de l'année 2019. Alors là, je passe d'un mois à l'autre de façon absolument pas chronologique. C'était donc le SIHH en janvier dernier, avec plusieurs highlights, je dirais. C'était peut-être le plus gros, c'était en tout cas un qui a fait beaucoup de bruit, c'était Audemars Piguet qui lançait sa nouvelle collection, la collection 1149, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été là aussi très décriée. Alors je vais pas reprendre tout l'historique de la code 1149, je pense que on en a suffisamment parlé en ligne, etc. dans les mois précédents. Mais là je ferai aussi un parallèle avec la Odysseus de Langueux, et je serais curieux de voir un petit peu comment la collection va évoluer dans les années à venir et comment elle va éventuellement s'imposer dans le futur. Un autre lancement au SIHH qui était cette fois-ci beaucoup plus couronné de succès entre guillemets, c'était Richard Mille qui avait lancé sa collection bonbons. Alors ça, je trouvais ça très très rigolo. C'était des montres qui étaient dans un design complètement bonbon avec voilà des sucettes, des réglisses, etc. Donc un univers très très pop, très candy, bonbon, etc. Et ce qui était intéressant, ce qui m'a plu, outre le côté un petit peu provocateur évidemment d'une marque comme Richard Mille, mais qu'on a presque déjà l'habitude avec ce type de produit-là, mais voilà, d'aller un cran plus loin. Et puis aussi leur stand durant le salon était lui complètement sur cet univers-là, et c'était intéressant de voir comment la marque réussissait à faire un concept global entre la nouveauté produit, l'environnement du stand. Je me rappelle, il y avait même aussi dans la ville, il y avait des panneaux publicitaires, et là il n'y avait pas de montre qui était montré sur ces panneaux publicitaires là. C'est tout simplement des friandises, des sucettes, des réglisses, etc. Des bonbons. Et voilà, là aussi c'était assez rigolo, c'était énigmatique, on savait pas trop pourquoi ils faisaient ça avant le lancement. Et puis ensuite voilà, ça faisait évidemment beaucoup plus sens. Mais voilà, c'était un lancement qui détonnait même au sein de Richard Mille, parce que même s'ils ont l'habitude
ces montres très colorées. Voilà, c'était quand même quelque chose de nouveau pour eux et que j'ai trouvé particulièrement réussi. Un autre lancement qui a beaucoup marqué au SIHH 2019, c'était le lancement par Vacheron Constantin de la traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar, donc une montre avec un calendrier perpétuel et puis surtout 65 jours de réserve de marche grâce à son mouvement Twin Beat. Donc c'est un mouvement qui a deux fréquences de fonctionnement. On a une fréquence classique active, il me semble de 5 jours de réserve de marche, qui est déjà assez élevé, enfin très élevé même. Et puis on a un bouton qui permet de passer d'une fréquence à l'autre, donc de la fréquence active à une fréquence de repos, de veille, qui permet là d'étendre la réserve de marche jusqu'à 65 jours, donc ce qui est évidemment une énorme prouesse technique. Et voilà, c'est une montre qui a vraiment marqué son SIHH. C'était un des gros highlights de l'année, un gros lancement pour Vacheron Constantin, et une montre, je pense dont on va encore entendre parler. D'ailleurs, en parlant de SIHH, il y a une nouveauté aussi, c'est que le salon a été renommé. Maintenant, il s'appelle Watches and Wonders Genève, et il a lieu non plus en janvier, mais cette fois-ci en avril, juste avant la foire de Bâle. Donc ça va être aussi intéressant parce que ça va être un gros temps fort dans l'année qui va s'étirer un petit peu plus en longueur en avril-mai, avec les deux salons qui vont se suivre l'un l'autre, comme c'était le cas en fait il y a quelques années avant qu'il y ait cette scission. Donc c'est une nouveauté sans en être vraiment une. En parlant de Baselworld, il a eu lieu évidemment l'année passée, et bon, il y a eu plein de highlights, mais un que j'ai retenu, c'était la nouvelle complication pour Patek avec son semainier, donc la référence 5212A, donc A pour acier, et voilà cette complication qui indiquait quel numéro de semaine on se trouvait dans l'année. J'ai pas encore trouvé vraiment de cas concrets d'utilisation, mais comme avec les complications astronomiques de jour que je mentionnais tout à l'heure, c'est juste la prouesse technique qui peut être à souligner. En 2019, on a aussi célébré les 50 ans de la mission Apollo 11, donc le premier pas de l'homme sur la Lune. Et là, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, Omega a lancé une édition limitée de la Speedmaster. Il y en a eu plusieurs, mais notamment une en or qui était réussie, une réédition d'un modèle existant. Et puis il y a eu un autre anniversaire dont on a moins entendu parler, mais qui est, à mon avis, tout aussi important. C'était celui de la naissance de la Monaco de Tag Heuer. Qui à l'époque avait deux premières. C'était la première montre résistante à l'eau dans un boîtier carré, et puis c'était le premier aussi, ça on l'oublie, chronographe automatique. Donc voilà, deux premières sur cette montre. Et puis aussi il y a un petit clin d'œil que j'aime bien, c'est comme vous le savez si vous connaissez la Monaco, c'est une montre qui est aussi connue par sa forme carrée, mais aussi par son cadran bleu. Et on parle souvent actuellement de cette mode des cadrans bleus, de toutes ces montres avec les cadrans bleus, et c'est un petit peu décrié. Mais c'est rien de nouveau en fait, et la Monaco l'illustre bien, parce qu'il y a 50 ans il y avait une montre qui était iconique, qui avait un cadran bleu, il y avait plein d'autres montres sur les 50 dernières années qui avaient des très beaux cadrans bleus elles aussi, donc il y a rien de vraiment nouveau. C'est vrai qu'il y a une tendance certes pour aller davantage vers ce type de coloris de cadran, mais voilà, c'est pas nécessairement une nouveauté, et c'est toujours intéressant de mettre un petit peu de perspective. Et voilà, c'est ainsi que je termine cet épisode avec tous les faits qui m'ont marqué l'année passée, et je me réjouis de découvrir ce que 2020 nous réserve en nouveautés horlogères, et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, c'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.